À la une de l'actualité de ce mercredi, la fin du 5e sommet des pays membres du BRICS. Environ une quinzaine de chefs d'État africains, dont le président Alassane Ouattara, ont pris part aux travaux de la rencontre. Une banque de développement du BRICS devrait bientôt voir le jour. Plus que 3 jours avant la fête de Pâques, une période de grand déplacement des populations et surtout de fragilité sécuritaire, le ministre de la Défense met en place un dispositif sécuritaire approprié. Paul Kofi s'est également prononcé sur la situation sécuritaire à l'ouest du pays. La Côte d'Ivoire enregistre un déficit de 4000 logements. L'opération de construction de logements sociaux devrait apporter un véritable soulagement aux populations. Bonsoir à vous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur RTI 1. Démarrant en Afrique du Sud, le 5e sommet du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a refermé ses portes aujourd'hui au centre de ces 2 jours de travaux. Établir un cadre pour un partenariat gagnant-gagnant entre les pays du BRICS et les États africains. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial à Durban. Zimbali, c'est le cadre choisi pour abriter le 5e sommet du BRICS pour ce qui est de la 2e et dernière journée, ce mercredi 27 mars 2013. Cadre situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, les chefs d'État africains invités, au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que les dirigeants des pays composant le groupe BRICS, s'y sont retrouvés pour réfléchir en vue de la promotion de la coopération entre les différents États. Une longue soirée d'échange à huis clos entre 15h40 et 19h34 heure locale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faisant le point, a indiqué avoir pris part à un sommet qui a tenu toutes ses promesses. En ce qui concerne les chefs d'État africains, le Premier ministre d'Éthiopie et le président Macky Sall qui s'occupe du NEPAD ont parlé à notre nom et ensuite nous avons procédé à des échanges. Bien évidemment, en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai demandé le soutien des membres du BRIC qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité, d'apporter leur soutien à l'opération de maintien de la paix sur laquelle nous sommes en train de travailler pour le Mali. Au-delà, nous avons parlé des grands projets à financer au niveau du continent africain par les BRICS, par la Banque de développement des BRICS. Et donc ça a été un échange très profond, très utile et je pense que nous pourrons en tirer de très bonnes conséquences dans les années à venir. Potentialité de l'Afrique, le BRICS et la coopération de l'Afrique sur l'infrastructure, c'est le thème choisi pour cette rencontre de Durban, une rencontre avec pour objectif d'œuvrer pour notamment renforcer le poids économique et peser si besoin en est dans des négociations avec par exemple le G20, le FMI et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Toujours en économie, la Côte d'Ivoire fait-elle partie des pays à forte croissance? Le département Afrique du FMI répond oui. Avec la mission de la 3e revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire, il a fait le bilan ce soir à la primature. Le point avec Alvorassa. Selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les échanges entre les autorités ivoiriennes et les équipes du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, Banque africaine de développement ont été fructueux. Cela dans le cadre de la 3e revue du programme soutenu par la facilité élargie du crédit. Et ce qui lui permet d'affirmer que la dynamique économique enregistrée depuis la sortie de la crise se confirme. Le taux de croissance du produit intérieur brut pour l'année 2012 s'établit à 9,8%. Donc 9,8% contre une prévision initiale de 8,1% estimée donc en mars 2012 et qui avait été révisée donc à 8,6% en septembre 2012. Donc comme vous le voyez, nous tutoyons les 2 chiffres avec 9,8%. La Côte d'Ivoire rejoint le cercle vertueux des économies à forte croissance en Afrique et dans le monde. Cela devrait se maintenir en 2013 avec une prévision de croissance de 9%. Avec le raffermissement de la croissance en 2013, la population ivoirienne devrait mieux ressentir les retombées positives. Pour le chef de la mission du Fonds monétaire international, Michel Lazare, les 2 parties sont parvenues à un accord provisoire sous réserve de son approbation
par la direction générale et le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Si les politiques économiques du gouvernement pourraient être soutenues par un décaissement de 48,8 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 74 millions de dollars, la réunion du conseil d'administration qui approuvera cette décision est prévue pour fin mai 2013. L'inflation s'est établie à 1,3% en 2012 et l'exécution budgétaire a aussi été meilleure que prévu. Il invite donc le gouvernement ivoirien à poursuivre la mise en œuvre de son programme de réforme et améliorer le climat des affaires pour que le pays se mette définitivement sur le chemin du développement. Direction l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le chef du gouvernement haïtien, Laurent Salvador, est arrivé ce soir à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Daniel Cablon-Duncan. Au programme de cette visite, un tête-à-tête entre les deux hommes, plusieurs rencontres avec des ministres et des hommes d'affaires ivoiriens. Un seul point à l'ordre du jour, renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Parlons maintenant de la fête de Pâques. C'est une période de grands mouvements migratoires internes et aussi de fragilité sécuritaire. Le ministère de la Défense veut anticiper avec un dispositif approprié. Le ministre Paul Kofi Kofi a également fait le point de la situation sécuritaire à l'ouest du pays. Il rassure, le calme est revenu. Adama Koné pour des précisions. Au ministère de la Défense, les responsables ont monté la garde. Objectif : barrer la route aux coupeurs de route et autres malfrats qui troublent la quiétude des populations. Nous avons mis en place un dispositif qui est maintenant rodé avec l'état-major, la gendarmerie et la police nationale. Donc hier d'ailleurs, nous avons fait une réunion avec l'ONUCI et l'ICOL pour examiner ce dispositif qui rentre dès aujourd'hui en ligne de compte, où il va avoir de façon simultanée et en montée en puissance une couverture des axes, les principaux axes routiers, très circulés par ces périodes de fête, les gares routières, et aussi une présence physique au niveau des lieux de culte dès le jeudi, vendredi. Et on va continuer cela jusqu'à une semaine après la fête pour que la population soit rassurée et qu'elle puisse vaquer à leurs occupations, mais aussi aller à leur lieu de culte et faire les voyages pour manifester leur joie. Voilà pour ce qui concerne le dispositif de prévention. Que dire du foyer de violence enregistré à l'ouest? Pour le ministre en charge de la Défense, 3 raisons expliquent la situation. Les attaques à l'ouest actuelles ne sont pas du même type que les anciennes. Il faut noter que les attaques actuelles sont liées à un certain nombre de phénomènes. La première chose, c'est que en période, de sécheresse entre 2 saisons, vous avez le niveau du fleuve Cavali qui baisse. Donc ce niveau du fleuve Cavali qui baisse permet à certaines personnes mal intentionnées, notamment des miliciens ou des mercenaires qui sont, je dirais, en manque d'activité, de venir opérer sur nos territoires en traversant très facilement le Cavali pour venir faire simplement, de la razzia. Simplement, ils arrivent dans les villages, ils incendient les villages, ils prennent à manger, ils prennent la nourriture. Et c'est vraiment du banditisme pur et simple pour des gens qui n'ont pas à manger et qui viennent le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous avez des problèmes fonciers qui aujourd'hui, avec le retour des exilés de nos compatriotes de l'autre côté du Libéria, reviennent et souvent trouvent que leurs terres ont été occupées ou vendues. Donc certains vont chercher des mercenaires et des miliciens à vil prix pour venir régler les comptes. Malheureusement, cela entraîne ce que vous constatez, à savoir des pertes en vies humaines inutiles. Donc il faut le noter, c'est dommage, je le dis, ce sont nos propres frères qui se livrent à cela. Ça va être des Ivoiriens qui vont chercher des miliciens ou des mercenaires pour venir s'attaquer à des Ivoiriens ou à des populations allochtones ou allogènes. Et la troisième raison, c'est par rapport à l'environnement politique, notamment électoral, où il y a certains qui ont des comptes à régler. Vous avez malheureusement certains candidats ou alors certaines populations qui croient que la situation est comme avant ou alors penser pour faire revenir l'ancien régime et ne sont pas contents et se livrent à ces actes contre d'autres Ivoiriens. Le calme est-il donc revenu? La situation est calme, sous contrôle. Depuis les derniers événements, dernières attaques,
Nous avons renforcé le dispositif. Nous allons continuer à le faire. Nous allons faire une montée en puissance. Là où il y a encore des conflits, là où il y a des risques, nous allons renforcer. Nous allons réallouer la mobilité vers ces zones, mais aussi renforcer en moyens humains et tout ce qui va avec, naturellement. Et aussi renforcer les patrouilles mixtes avec nos amis de l'ONUCI qui vont utiliser également les Mi-24. Et nous avons demandé à ce que cela soit fait et l'accord a été donné. Tout semble alors bouclé pour une période pascale apaisée. Les éléments sont au garde à vous, prêts pour les ordres. Réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, c'est à Yamoussoukro. Au centre des échanges, la mise sur pied d'une opération des Nations Unies adaptée à la situation au Mali. Elle devra remplacer les troupes françaises après la révision de leur mission. Les conclusions de ce rendez-vous avec Kwadio Kwame. Était à Yamoussoukro pour la réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, les membres des délégations des Nations Unies, de l'Union africaine, des membres du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, des partenaires et du Tchad. Tous ont répondu à l'appel de cette organisation sous-régionale dont l'un des États membres traverse une crise sans précédent de son histoire. La détermination des acteurs a aidé le pays à sortir de l'impasse dénote de l'importance de la menace qui dépasse ses frontières. Il est donc question de la mise sur pied d'une opération des Nations Unies adaptée à la situation au Mali. Nous nous retrouvons pour apprécier la situation et faire des recommandations appropriées afin de garantir un succès certain au passage de la MISMA à une mission des Nations Unies. Tous les intervenants ont remercié les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui, par leur appui logistique, ont contribué au déploiement des forces de la MISMA. Avec une telle mobilisation, le Mali retrouvera certainement une paix durable. Demain, c'est la première étape de l'opération de pré-souscription aux logements sociaux. Il faut 400 000 maisons pour résoudre le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Francis Bafo nous fait dans ce reportage l'état des lieux en matière de logement. Des logements modernes à moindre coût et répondant aux normes de développement durable. C'est l'ambition affichée du gouvernement pour résoudre la crise du logement en Côte d'Ivoire. Il faut 400 000 maisons pour pallier ce déficit et le gouvernement en est conscient. Il multiplie les actions d'acquisition de terrain et de mobilisation des opérateurs économiques. Résultat, plus de 2000 hectares de terrain sont acquis sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs hectares sont techniquement investis et viabilisés avant de les mettre en valeur. Selon le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, au moins 60 000 logements sont attendus d'ici à 2015, avec 10 000 à l'intérieur du pays et 50 000 dans l'agglomération d'Abidjan. Bénéficiaires de ces maisons, les jeunes Ivoiriens âgés de 25 à 40 ans révolus et dont le revenu mensuel du ménage n'excède pas 400 000 francs CFA. Le candidat aux logements sociaux ne doit pas être propriétaire ou copropriétaire d'un logement en Côte d'Ivoire. Il peut être salarié du secteur privé ou public ou exercer une profession libérale du secteur formel ou informel à revenus réguliers ou irréguliers, avoir un compte contribuable à jour et un compte bancaire. La cérémonie de lancement de l'opération de pré-souscription ou pré-commercialisation des logements sociaux et économiques aura lieu ce jeudi au siège de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI à Adjamé. À propos de cette opération de construction de logements sociaux qui entre dans sa première phase demain, le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était sur le plateau du 20h. Avec Ali Diarra-Souba, il a discuté des aspects pratiques de l'opération et des conditions d'acquisition de ces logements. Le logement social part de 5 millions à 10 millions et le logement donc économique part donc de 10 millions donc à 15 millions. Il faut être bien sûr un Ivoirien. Il faut que le ménage n'ait pas un revenu, madame et monsieur, en tout cas au-delà de 400 000 francs CFA, etc. Le président de la République, en s'engageant donc sur ce point de son programme, a voulu aider la majorité, a voulu aider, j'allais dire, les plus démunis, et donc c'est vraiment encadré. Et ça touche toutes les couches sociales? Toutes les couches sociales sont touchées, et puis même c'est l'occasion aussi de rassurer
les concitoyens. Beaucoup nous disent, oui, mais monsieur le ministre, est-ce qu'après, les riches là ne vont pas venir massivement acheter ces logements et puis après, bon, les faire louer ou spéculer avec? Je peux rassurer que toutes les dispositions ont été prises. Il y a un système informatique en arrière-plan pour vérifier après qui est éligible, qui ne l'est pas. Donc, je profite pour demander à tous nos concitoyens que demain, c'est le lancement pour Abidjan. Le 5, c'est le lancement à l'intérieur du pays. Et les opérations à l'intérieur du pays auront lieu dans les mairies, des chefs-lieux de département. Il faut venir, il ne faut pas venir avec des a priori. Vous aurez l'opportunité donc d'accéder à ces logements. L'autre élément aussi important, ce sont toutes ces personnes qui ont un revenu ou un salaire qui est un peu bas et pour lesquels la quotité cessible, c'est-à-dire le tiers du salaire. Le tiers du salaire ne permet pas de couvrir les traites. Ces personnes-là peuvent s'adresser à, un aval, un parent, un proche, qui est prêt donc à les aider. Tout ce mécanisme a été prévu par le gouvernement et accepté. Bien sûr, les dispositions sont prises pour que celui qui aide ne soit pas le propriétaire, parce que la maison ne peut pas être cédée ou les actes ne peuvent pas être établis au nom donc, des autres personnes au-delà, ou du moins avant 5 ans. Donc tout est fait pour que cette fois-ci les Ivoiriens aient des logements. Il faut venir massivement. Dans le domaine de la communication, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso connaît depuis quelques jours un renforcement. Sur place à Ouagadougou, le ministre ivoirien de la communication s'est rendu au Conseil supérieur de la communication du Burkina. Maître Afoussiata Bamba Lamine et son homologue burkinabé ont déjà procédé à la signature de plusieurs accords entre les deux pays. Gabriel Zani, envoyé spécial à Ouagadougou. Le Conseil supérieur de la communication CSC du Burkina Faso a été visité ce mardi par le ministre ivoirien de la communication Afoussiata Bamba Lamine et son homologue burkinabé Alain-Edouard Traoré. Chargé de la promotion de la liberté de la presse, le CSC joue un rôle de régulateur essentiel en période électorale, selon Béatrice Damiba, présidente de l'institution. 178 radios et 61 chaînes de télévision, soit au total 239 médias audiovisuels, tous genres confondus, émettent et diffusent des informations sur le territoire national burkinabé. Le ministre Afoussiata Bamba Lamine s'est réjoui de toutes les sommes d'informations reçues au cours de cette visite. Elle pourrait s'en inspirer pour apporter des innovations majeures en Côte d'Ivoire. J'ai pu m'apercevoir aussi des différences qui existent chez nous, puisque la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui est la ACA, qui joue le même rôle que le CSC au Burkina, ne s'occupe que de la presse écrite et donc des radios. Donc ne s'occupe pas, par exemple, de l'aspect publicitaire qui relève d'un autre organe. Ce sont des exemples qui m'ont séduite et que j'espère effectivement pouvoir exporter en Côte d'Ivoire. Toutes les visites effectuées par Afoussiata Bamba Lamine dans les structures de médias publics du Burkina Faso s'inscrivent dans la dynamique de l'accord de partenariat conclu lundi 24 mars avec son homologue burkinabé Alain-Edouard Traoré. Elle est au Burkina Faso depuis 5 jours. Maître Afoussiata Bamba Lamine a été reçue aujourd'hui par le président burkinabé Blaise Compaoré. Parlons d'un autre sujet, il s'agit d'électricité. 20 000 francs CFA, c'est la somme que va coûter le branchement au courant électrique et aux populations à revenus modestes. Le coût moyen de branchement, toujours en vigueur, est de 85 000 francs. Cette facilitation pour les personnes à faible revenu se fait grâce à la Banque mondiale et à l'Union européenne. 60 000 nouveaux abonnés sont concernés. Les explications de Noël Niagno. Avec ce geste, Adama Tungara, ministre des Mines et Énergie, donne le top départ des branchements sociaux. 60 000 nouveaux abonnés à revenus modestes sont concernés, particulièrement les clients des zones d'habitation spontanée à forte densité de population. Cette opération va permettre à ces populations de bénéficier d'un service essentiel, l'accès à l'électricité et à ses avantages socio-économiques. Nos parents qui n'ont pas assez de moyens ont aussi droit au bonheur. Leurs enfants doivent étudier, eux-mêmes ont besoin de suivre la télévision, dormir avec un ventilateur, charger leur portable et conserver des aliments au frigo. Les populations cibles ne paieront désormais que 20 000 francs CFA contre 85 000 francs, coût moyen de branchement. Le solde, 65 000 francs, est payé à la CIE sur les ressources du fonds pour le compte du demandeur.
Le demandeur rembourse l'avance que lui aura consenti le fonds en 13 bimestres maximum à raison de 5 000 francs par bimestre en moyenne, ce qui correspond à 26 mois. Les populations saluent l'initiative et attendent maintenant l'accès à l'eau potable. Dans presque toutes les maisons ici, il y a au moins 20 à 15 bidons de 20 litres qu'on doit chercher l'eau aussi. Le courant, j'espère que l'autre arrivera. Ce projet est la sous-composante portant extension du réseau de distribution dans l'agglomération d'Abidjan. Le fonds est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a invité les amis de la Côte d'Ivoire à venir s'installer dans le pays. Il les a assurés de bénéficier de conditions d'investissement très attractives. C'était au cours d'une séance de travail avec les parlementaires français. Elle s'est tenue en marge du dernier salon de l'agriculture de Paris. La conseillère Afrique du président François Hollande, Hélène Le Gall, ainsi que plusieurs personnalités françaises étaient présentes à la cérémonie. Un mot de réconciliation, les populations de Lakota dans la région du Lo ont été sensibilisées à la culture de la paix. Zadi Djedje, président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, a échangé avec différentes couches sociales de Lakota. Il a ensuite animé un meeting pour expliquer aux populations la nécessité de se réconcilier. Léon Brou sur place à Lakota. Une réconciliation vraie pour la paix et le développement à Lakota. Cela passe pour la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation CJPPR par la capacité des fils et filles du département à tourner la page de la crise post-électorale. À cet exercice, Zadi Djedje et ses camarades ont soumis la communauté musulmane de Lakota et les populations de Niazaroko, Dumont, Neko et Kwasi Lilié. En traversant ces localités, le président de la CJPPR n'a pas manqué de présenter des excuses pour les dérives de la jeunesse au plus fort de la crise. À Niazoro, destination de son périple, Zadi Djedje a engagé les couches socio-professionnelles à accompagner le pouvoir en place. Vous qui dites non, vous ne voulez pas aller à la réconciliation, je vous demande de vous ressaisir. Dieu ne descend pas pour parler aux hommes. Il y a un monsieur qui exerce le pouvoir. Il faut l'accompagner pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un message bien perçu par le maire FPI de Zikisso, le délégué RJR de Lakota et le coordonnateur de la CJPPR de Lakota, anciennement chef milicien. Tous ont promis de travailler à la pérennisation du pardon, de vivre ensemble pour une paix durable à Lakota. Avant sa tournée de Lakota, Zadi Djedje était l'invité d'une organisation internationale au Sénégal où il a été élu président des leaders africains pour la paix et la non-violence. À l'étranger, alors que la Syrie s'enlise dans la crise, le Gotha du monde arabe s'est retrouvé au Qatar. La Ligue arabe soutient le droit d'armer l'opposition syrienne. Le sommet des leaders de la région vient d'entériner ainsi le droit d'aider militairement les adversaires de Bachar el-Assad. Tirs de roquettes et bombardements se sont multipliés ces derniers jours sur Damas, place forte du régime, dont les troupes tentent de neutraliser les poches des insurgés et de les empêcher d'avancer dans la capitale. Pendant ce temps, à Doha, les pays arabes ont proclamé leur droit d'armer l'opposition contre le régime de Bachar al-Assad, après avoir octroyé mardi à l'opposition syrienne le siège de la Syrie auprès de la Ligue arabe lors d'un sommet d'un jour au Qatar. Il est urgent que nos États reconnaissent la coalition de l'opposition syrienne comme légitime représentant du peuple syrien pour la liberté et la justice. Pour le Qatar, la Ligue arabe a le droit d'apporter tous les moyens d'autodéfense pour soutenir le peuple syrien. Seuls l'Irak et l'Algérie ont exprimé leurs réserves. Le Liban, quant à lui, s'est distancié du texte final. Les Nations Unies ont nommé mardi un expert suédois pour diriger l'équipe scientifique chargée d'enquêter sur l'emploi éventuel d'armes chimiques par les belligérants des deux bords. Le secrétaire général des Nations Unies a nommé le professeur Euke Sellström à la tête d'une mission scientifique pour enquêter sur les allégations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne seront pas autorisés à participer à cette enquête.
Parcourons le reste de l'actualité dans le monde en images et en bref. Tout d'abord en Corée, les unités stratégiques de missiles et les unités d'artillerie à longue portée sont en ordre de combat. Il est question de mener d'éventuelles frappes contre des cibles militaires américaines, une menace prise très au sérieux par Washington. La Corée du Nord de plus en plus menaçante, la télévision nord-coréenne a annoncé mardi que les conditions étaient désormais réunies pour une guerre nucléaire imminente. Avec Kim Jong-un à la barre, l'armée nord-coréenne a mis ses unités stratégiques en alerte de combat et menace de frapper des cibles aux États-Unis et en Corée du Sud. Cette nouvelle bravade de Pyongyang est la dernière d'une série de menaces croissantes depuis les sanctions de l'ONU. Des sanctions qui ont été imposées suite aux essais nucléaires nord-coréens du mois dernier. Les Chypriotes sont en colère. Craignant pour leur emploi et l'avenir de leur système bancaire, des centaines de salariés de la plus grande banque commerciale du pays, la Banque de Chypre, ont défilé devant la banque centrale à Nicosie. Ils ont exigé la démission de son gouverneur, Panikos Demetriades, pour sa mauvaise gestion de la crise financière. Les banques chypriotes sont restées fermées pour la 12e journée consécutive. Les autorités ont déclaré que des efforts surhumains ont été faits pour les réouvrir jeudi. Des incendies hors de contrôle dans le sud de l'Australie. Plusieurs hélicoptères et des dizaines de camions pompiers ont été mobilisés pour combattre l'incendie attisé par des vents forts dans l'état de Victoria. À l'est d'Adélaïde, 1500 hectares de prairies et de forêts ont brûlé. Les pompiers craignent qu'un changement de direction du vent propage le feu encore plus loin. Beaucoup de routes ont été fermées. Pour l'instant, aucune maison n'a été détruite. On termine en Tunisie, danser dans les rues de la capitale Tunis. C'est ainsi qu'un collectif de jeunes artistes a choisi de défendre la liberté d'expression. Ils font ainsi face aux salafistes qui prônent un islam rigoriste. Au cœur du quartier populaire de la Médina à Tunis, la place Al-Farawin se transforme en haut lieu culturel. Sous des regards admiratifs ou inquisiteurs se produisent des danseurs citoyens. Pour ce groupe atypique, le spectacle fait d'improvisation est un moyen de combattre la peur, un sentiment qui tend à se développer en Tunisie depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir. À travers leur danse, un message fort adressé au monde entier. Derrière toute la politique qui se passe, toute la tension, il y a une Tunisie qui est joyeuse. Et ceux qui sont un petit peu derrière leur écran vont sentir ça. Et je crois que l'impact sur les réseaux sociaux est plus important que l'impact de la centaine de personnes qui sont sur place. C'est dans cette salle du célèbre centre culturel Ibn Khaldoun à Tunis que le collectif Danseurs Citoyens répète. Son spectacle est baptisé « Je danserai malgré tout ». C'est un concept qui se veut révolutionnaire. Il s'inscrit en droite ligne des manifestations organisées en Tunisie contre l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est comme une microbe. Il faut avoir le vaccin. Et la culture, c'est le vaccin de l'obscurantisme. Si un seul spectacle suffit pour que les gens restent ouverts dans leur tête, pour toute la vie, un seul spectacle, un seul moment, ils se disent, oui, ça me représente, je suis ça et je ne suis pas ça. Et c'est fini. Le collectif Danseurs Citoyens fait partie de l'association Art Solutions. Ces Tunisiens se présentent comme des patriotes. Pour eux, la danse de rue constitue une arme de résistance. La gymnastique rythmique que Sherazade Mami exécute ici devant le ministère de l'Intérieur est un défi lancé aux islamistes au pouvoir, mais aussi aux salafistes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. À demain, 6h30 sur RTI 1. RTI 1